l'association Le Cri de la Seine Info, qui a 10 ans d'existence cette année. Et oui, Jean-Louis, 10 ans. 10 ans d'existence cette année, a ce soir le plaisir de rencontrer Nicolas Vidal. Et moi je suis assez heureuse parce que pour le peu de diffusion que Varmatin nous a fait, c'est-à-dire pas du tout, comme d'habitude, pour le peu de diffusion que la mairie nous a fait, c'est-à-dire pas du tout, bon après, est-ce qu'il y a deux cultures à la Seine? Il y a la culture et la culture des poireaux et des carottes. Mais néanmoins, nous sommes heureux ce soir de constater que vous avez répondu malgré le temps, malgré la grippe, malgré tout ce qu'il peut y avoir, malgré ces tristes temps qui ne sont pas si tristes que ça, mais qu'on essaye de vous faire croire, que vous soyez venus là. Et je suis encore plus heureuse en tant que présidente de faire travailler le commerce du centre-ville, qui travaille drôlement bien et qui est là, et je le précise, pour nous accueillir depuis longtemps, chaque fois que nous organisons quelque chose, et rien que pour ça, eux, ils méritent des applaudissements. Nicolas est journaliste, anciennement à RT, il a créé son média Punch, il est journaliste sur Toxin aussi. Ouais. Écrivain, essayiste, ouais. Mais en dehors de ça, il a beaucoup de choses à dire, et il va les dire. Et puis moi, là-dessus, je vais me taire parce que c'est à lui de parler. Ouais. Merci beaucoup, André, d'avoir permis cette rencontre, c'est toujours intéressant. Et merci à vous, la Frégate, de nous permettre d'avoir ce moment de libre expression, parce que dans ce pays, en ce moment, on a de moins en moins la parole. Donc on va la prendre, et heureusement qu'il y a des établissements comme vous qui nous permettent de le faire. Moi je suis très content de vous avoir tous là ce soir parce que c'est toujours pareil, en fait, je me déplace, j'ai 45 dates de promo jusqu'en fin juin dans 3 pays, et ce soir je suis à la Seine-sur-Mer et il y a toujours beaucoup de monde, et on va dire que le dénominateur commun de tout ça, c'est que vous êtes extrêmement éveillés sur les questions de l'effondrement de la France, on va se le dire ce soir, et surtout vous êtes par rapport à beaucoup des citoyens, c'est-à-dire que vous faites la démarche de venir, et la démarche de venir elle est extrêmement importante, vous le savez. J'imagine que parmi vous, vous avez pas mal de gens, de voisins, d'amis dans la famille qui ne veulent absolument pas comprendre ce qui se passe, l'effondrement de ce pays, la mise en coupe au réglé du pays, la destruction du pays organisée par une caste qui n'est plus qu'une junte, une véritable junte politique. Et je crois il faut quand même se réjouir de ça, avec quand même un pays, une France qui, dans ses tréfonds, comme nos amis les agriculteurs et les gilets jaunes en leur temps, ont compris qu'à un moment donné, il allait falloir au moins réfléchir, se renseigner et s'informer pour sortir ce pays de l'abysse dans laquelle ces gens nous ont plongés délibérément, et je le dis, ça fait un moment que je le dis, c'est pour ça que ça m'a coûté beaucoup, puisque j'ai été, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, dès que je suis rentré sur RT France, la chaîne russe, qui était en France, bien sûr, j'ai été ciblé comme tous mes copains d'RT, on a été viré des mainstream, moi j'écrivais dans le Figaro, j'écrivais dans le Figaro Vox, j'allais sur Sud Radio, le seul qui m'a mis sur Sud Radio c'est l'ami André Berthoff, que je salue bien entendu, ce cher André qui est de plus en plus jeune je trouve, il a toujours cette pêche André, et on continue nous à résister, du moins à faire de l'information libre et indépendante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'oligarques derrière nous, on est des journalistes indépendants. Et je pense que c'est extrêmement intéressant, et puis surtout on continue à œuvrer et à dire ce qu'on pense, parce que moi je suis éditorialiste, donc éditorialiste c'est dire aussi ce qu'on pense, c'est ma partie, et ça nous a coûté très cher, je vous le dis, ça nous a coûté très cher, parce qu'on a été littéralement excommunié de tous les médias, mais peu importe, et je vais raconter une anecdote que je rencontre tout le temps. À l'époque où j'étais à Paris, je suis resté 6 ans, malheureusement, malheur à moi d'être resté 6 ans dans cette ville de dingue. J'étais assez fréquemment invité dans les médias mainstream, et quand j'ai commencé à aller sur RT France, c'était pendant le début des Gilets jaunes, et j'avais pris position dans le Figaro Vox pour les Gilets jaunes, en disant que le peuple n'a ni raison ni tort, il décide. Et j'avais été invité par un journaliste très connu à Paris, que j'avais en amitié, parce que c'est quelqu'un qui travaillait bien sur tous les domaines d'investigation, notamment sur la Macronie. Et il m'avait invité à déjeuner, c'était dans le 1er arrondissement, près du boulevard Haussmann, et donc on avait discuté de l'investigation, de ce qui se passait en France, et il m'avait dit à la fin, si tu continues à aller sur RT France, toutes les portes seront fermées. Et je lui avais répondu, ben ça tombe bien parce qu'il y a des portes que j'ai pas envie d'ouvrir, donc ça s'était arrêté là, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Et bien sûr, on a été, comme moi et les autres, excommuniés des médias, peut-être pour notre franc-parler, et peut-être pour le simple fait aussi d'être journaliste à part entière, c'est-à-dire de décrypter l'information, de le faire avec beaucoup d'honnêteté.
l'honnêteté. Voilà. Et ça nous a coûté cher, et mes prises de position aussi pour les Gilets jaunes ont été un terreau assez fertile pour l'excommunication de toute cette petite caste médiatique qui nous rabâche les oreilles toute la journée en nous disant à peu près n'importe quoi. C'est pour ça que ce soir je voulais qu'on parle de ça, la tempête qui vient, puisque parce que c'est moi je suis un mec du Sud, hein, je suis né dans un petit village du Sud, concrètement, j'ai toujours vécu dans mon petit village, parmi les miens, c'est-à-dire les Français, de classe moyenne, voire de classe moins que moyenne, et je continue à penser que l'information leur est due et que le libre arbitre leur est dû, et qu'à un moment donné, il y a certaines vérités qu'il faut dire. Moi, je l'ai dit avec mon décryptage journalistique, avec ce que je connais des médias, ce que je connais de la politique, de mes informations, puisque en tant que journaliste politique, j'ai des informateurs un peu partout, c'est mon boulot d'avoir des informations au plus haut niveau de l'État, dans plusieurs ministères, donc ça nous permet effectivement de pouvoir décrypter l'information, parce que je dis souvent, le tableau est assez noir, c'est pas la peine d'y ajouter non plus de la noirceur encore plus. Donc on essaie, nous, de décrypter l'information et de donner les informations et de les mettre en perspective par rapport à la situation du pays. La situation du pays, la tempête qui vient, alors ça, la lettre aux autruches digestifs, c'est une manifeste, c'est un petit livre que j'ai écrit. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que vous êtes pratiquement, sur tous mes réseaux, vous êtes pratiquement plus d'1 million à me suivre. Sur l'ensemble des réseaux, et vous êtes très nombreux à me demander dans mes lives et mes émissions pourquoi à un moment donné il y a toute une partie de la population qui ne veut rien voir, qui ne veut rien comprendre et qui continue à vivre comme si tout allait bien. Voilà, donc c'est comme ça qu'en fait j'ai écrit ce livre-là. Bon, je l'ai écrit à la hache, hein. Il est écrit à la hache dans le sens où c'est du piment de Cayenne, c'est du C4. Donc bon, je l'ai écrit avec mon style à moi. Et ensuite celui-ci, je l'ai écrit dans le même format, 50 pages, pour la bonne et simple raison, pour la même raison en fait, qui est la vôtre, c'est-à-dire qu'on me demande à chaque fois, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ces gens s'en vont? Quand est-ce qu'on sort de cette situation absolument effroyable? Quand est-ce? Et je me suis dit, ben, je vais essayer de vous répondre avec bonsoir. Et je vais essayer de vous répondre, installez-vous tranquillement, tout va bien. Et j'ai essayé de répondre à ça rapidement à 50 pages. Voilà, donc parce que c'est une question qui revient souvent et qui revient partout. Je suis allé partout en France, et les questions sont absolument les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a véritablement aujourd'hui un peuple français qui ne veut pas, une partie du peuple français qui ne veut pas cesser de dissoudre. Voilà, et ces gens sont en train de vouloir nous dissoudre, littéralement nous dissoudre. Notre identité, notre culture, notre patrimoine, notre liberté d'expression, notre liberté de penser. Et c'est pour ça que la tempête, à force de pousser le bouchon trop loin, cette tempête, elle va venir, et l'affrontement, il va être inévitable. Et quelles que soient nos opinions politiques aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même des constats que nous pouvons partager, au moins, que nous pouvons partager. Voilà. Première étape, le diagnostic. On en a rapidement parlé en préambule. Nous sommes face à une oligarchie totalement déconnectée. Une oligarchie totalement déconnectée. L'oligarchie, c'est la caste politique. C'est cette caste politique qui nous gouverne. Manifestement, on est sur une caste politique endogamie, qui est dans l'endogamie permanente, qui n'a manifestement plus les intérêts de la nation chevillés au corps. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pris dans cet exemple, je commence le livre avec une citation d'Édouard Philippe. J'imagine que vous connaissez tous Édouard Philippe, hein, l'ancien Premier ministre, qui maintenant brigue 2027, comme beaucoup. Et Édouard Philippe, en fait, est à l'ESSEC en 2021. Et en 2021, c'est l'ESSEC, c'est une conférence qu'ils font. Et Édouard Philippe dit, à un moment donné, il égrène en fait toutes les réformes injustes qu'il a fait passer, voire dégueulasses, qu'il a fait passer lors de sa nomination de Premier ministre. Et il s'étonne, Édouard Philippe, en fait, que toutes les réformes sont passées. Dans une apathie populaire absolue. C'est-à-dire que les gens n'ont absolument rien dit. Rien dit. Et il dit, on a fait cette réforme, ça passe. On a fait cette réforme, ça passe. On pensait que ça allait péter, ça passe. Ben, il y a eu quelques manifs, mais finalement, ça passe. Et donc, en fait, il s'étonne que la grande majorité des Français ait laissé passer toutes ces réformes de régression sociale, de régression démocratique, de régression des libertés publiques. Et ensuite, il finit, formidable, en disant, mais on ne sait jamais quelle est la dernière goutte qui va faire déborder la jarre. D'accord? Pour faire référence aux Gilets jaunes. Voilà. Et il termine en disant, mais pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Voilà. Donc dans cette phrase d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, vous avez tout le mépris de classe. Vous avez tout, franchement, ce mépris de classe pour la population et cette capacité de cette oligarchie à aller littéralement à l'encontre des intérêts de la nation, des intérêts des Français. Véritablement. Et c'est une caste qui est complètement déconnectée et qui en plus
méprise profondément le peuple. Véritablement. J'entends des mots, ça fait un moment que je suis à Paris, et on entend des choses qui sont absolument ignobles pour les Français. C'est un mépris de classe absolu. C'est-à-dire qu'on estime que c'est les sans-dents, c'est les gueux, c'est ceux qui ne comprennent rien. On avait eu un Gilles Legendre qui nous avait dit que la politique d'Emmanuel Macron était trop subtile pour les Français et qu'ils ne comprenaient pas en plein cœur des Gilets jaunes. Je pense qu'à un moment donné, ça pose... Et en fait, ils ne s'arrêtent jamais de mépriser le peuple. Ils ne s'arrêtent jamais parce qu'ils tombent déconnectés et qu'ils vivent dans un monde qui n'existe que pour eux-mêmes. On a eu... Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, on est véritablement sur une destruction consciencieuse du pays. Littéralement. Une destruction, on a découpé le pays, on a fait des tranches, on les vend, littéralement, et puis on appauvrit les gens, et surtout on détruit tous les corps intermédiaires, on détruit tout ce qu'on peut, on a essayé de détruire la famille, et surtout on a essayé de détruire ça, là. Le fait de se regrouper un soir comme ça et de pouvoir échanger entre nous. C'est ça qu'on a détruit. On l'a fait pendant les Gilets jaunes, on l'a fait pendant le Covid et on continue à le faire. Je vais donner quand même quelques titres pour argumenter, du moins pour documenter. Vous devez connaître François Villeroy de Galhau. François Villeroy de Galhau, c'est le gouverneur de la Banque de France. D'accord ? Ce monsieur, il prend par an 303 000 euros par an. D'accord ? C'est énorme. Et en plus, il a une indemnité de logement de 6 182 € bruts par mois. Parce qu'il habite chez lui. Il n'habite pas dans les locaux qui lui sont destinés par la Banque de France. Et en plus, en tant que président de la Banque des règlements internationaux, il prend une petite prime additionnelle de rémunération de 56 000 francs suisses par an. Voilà. Pourquoi je vous cite ça? Parce que ce monsieur, François Villeroy de Galhau, il est pour la réforme des retraites, notamment, et il est pour, à un moment donné, mobiliser l'épargne des Français pour financer la transition écologique et notamment financer, vous savez, la dette. Voilà. Donc, quand vous voyez les émoluments de ces gens, vous vous dites tout de même, vous êtes très bon, à un moment donné, pour aller demander aux Français des énormes efforts, littéralement, alors que vous avez saccagé le pays, mais par contre, on comprend bien qu'il n'y a aucune annotation dans ce que j'ai lu dans la presse sur la baisse substantielle de ces indemnités, ce monsieur. Donc, quand même, on peut se poser certaines questions. Ces gens-là sont des véritables Bernard l'ermite de l'État, c'est-à-dire qu'ils vivent de l'État, des impôts des Français, mais ils demandent toujours plus aux Français, finalement, d'efforts. Ce n'est pas d'efforts à ce niveau-là, c'est un égorgement. Il y a Gérard Larcher, vous le connaissez, Gérard Larcher, j'imagine. Hein, vous savez, le maître gastronomique des paupiètes de veau, président du Sénat depuis que moi je suis gosse, qu'on voit, et qui a commandé un siège à 40 000 boules, 40 000 euros. 40 000 euros. Oui, le siège. Non, mais alors ça c'était la communication du Sénat. C'est pour ça, parce qu'ils sont venus nous faire chier, le Sénat, avec ça. Mais il a pris 40 000. Alors, c'était 2 sièges. Et puis après, c'était avec un TVA. Non, c'était brut, c'était pas TVA, en fait. Oui. Alors, Archie a pris un siège à 40 000 boules, d'accord ? Chose étonnante. Il est allé au mobilier national. Le mobilier national, vous savez, les fleurons de notre mobilier, qui regorge de mobilier qui date de très longtemps et qui est vraiment notre patrimoine, lui ont proposé un siège. Parce que c'est vrai qu'il a besoin de s'asseoir. Gérard Larcher, manifestement, il est quand même toujours en position assise. Hein. Et il a refusé. Donc il a commandé ça. Et c'est vrai que, madame, vous avez raison, mais ils ont contre-attaqué avec ça, en disant oui, mais non, mais si, mais c'était pas comme ça qu'il fallait voir. C'est toujours pareil à la chronique de l'oligarchie, c'est jamais la bonne information. Mais bon, au bout d'un moment, nous on continue à rester sur nos positions et c'était la réalité de l'histoire. Parce que notre boulot, c'est d'aller recouper les informations et d'aller voir ce qu'il en est. Donc ces gens vivent dans des hôtels particuliers, à nos frais, ils ont des émoluments qui sont colossaux. Mais colossaux. Ils ont des privilèges qui sont colossaux, ils ont des chauffeurs, des gardes du corps. C'est absolument dingue qui se déplacent auprès des Français. C'est le même Gérard Larcher qui était pour la réforme des retraites, à 64 ans. Pour information, la réforme des retraites, le projet de Bruxelles, c'est 70 ans. Ne perdez pas ça de vue. C'est 70 ans. On va vous faire partir à 70 ans, avec une baisse, bien sûr, de vos indemnités de retraite, bien entendu. Voilà, 70 ans. En Moldavie, par exemple, il y a une espérance de vie de 69 ans, c'est 70 ans la réforme. Voilà, vous comprenez un peu l'histoire. On pourrait parler rapidement de Pierre Moscovici, qui premier magistrat de la Cour des comptes, qui a été député, qui a été ministre, commissaire européen, qui a été notamment à un département. C'est des gens qui ont des retraites, mais c'est des retraites mais en or. Et c'est des gens qui sont les ayatollahs de l'austérité. C'est des gens qui vont vous dire à vous, chers amis, qu'à un moment donné, il faut rogner sur la réforme des retraites, il faut casser le droit du travail, il faut libéraliser, il faut ubériser, alors que eux-mêmes, ils ne ubérisent rien du tout. Vous pensez que Pierre Moscovici livre des pizzas par Uber Eats?
Rien du tout. Et ni ses enfants, et je peux vous l'assurer. Donc c'est des gens qui veulent l'ubérisation de la société, mais pas pour eux. Voyez-vous, j'appelle ça une oligarchie, littéralement. Ensuite, la dernière en date, parce que ce soir, ce qui est bien avec ces conférences, voyez-vous, c'est que le matin, très tôt, je me lève et que je suis toujours en même de donner de nouveaux exemples. Parce que comme ils ne s'arrêtent jamais, eh bien, j'avais tous les matins des exemples. Donc les conférences, c'est jamais les mêmes. Voilà. Là, vous savez, le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, charismatique Éric Lombard. Nous avons eu Bruno le rigolo, hein, monsieur 1000 milliards de dettes. Nous avons eu Antoine Armand. Vous vous rappelez d'Antoine Armand? Peut-être pas, parce qu'il est resté 2 mois, Antoine. Il était vraiment resté 2 mois. Et il était tellement brillant qu'en Conseil des ministres, il lui faisait un atelier d'éveil dans un coin, il lui filait des gommettes et des cubes. Parce que bon, comme il ne comprenait pas grand-chose, il fallait le mettre dans un coin. Il était ministre des Finances. Et aujourd'hui, c'est Éric Lombard, qui était ancien patron de la Caisse des dépôts et des consignations depuis 2017, avec des émoluments extrêmement importants. Et on se rend compte que Éric Lombard, eh ben, il est contraint de se déporter. Se déporter, ça veut dire que vous êtes probablement en conflit d'intérêts avec plusieurs dossiers. Et donc pour lui, c'est la Caisse des dépôts, ah ben oui, la BPI et la Poste. Donc eh ben, il avait plein de dossiers, et puis comme il a des relations avec les uns et les autres, eh ben, on lui enlève plein de dossiers de son bureau, parce que vu qu'il est un peu... il est jugé parti, on lui enlève des trucs. Voilà, c'est quand même assez formidable. Je voulais quand même aussi qu'on parle de François Bayrou. Vous savez, François Plan-Plan, le haut commissaire au plan-plan, qui a été nommé en décembre 2020 par Macron, qui lui a donné un poste à Nord, avec des émoluments assez astronomiques, et qui était censé faire un plan. François Plan-Plan, quand vous êtes haut commissaire au plan, vous faites un plan. Mais lui, et donc on s'est dit, Premier ministre, quand il a fait son grand discours de sieste générale, que j'ai dû écouter, comme certains, eh bien on s'est dit, mais il va avoir un plan de l'espace, le type, il va nous redresser, en 2 mois on va être redressé, puis ça fait quand même 5 ans qu'il est censé réfléchir à tout ça. Ben, manifestement, il n'avait même pas numéroté ses feuilles. Donc le plan c'était mal parti, quoi. Manifestement, le gars n'avait même pas ouvert un tableau Excel pour commencer à écrire quelque chose. N'importe quel salarié ou n'importe quelle entreprise fait ça, le gars il fait 3 jours. Mais non, lui il est là, donc il est Premier ministre, et François Plan-Plan, puisque le Sénat voulait voter un amendement pour la fin des avantages des présidents de la République, des anciens présidents de la République et des Premiers ministres. Vous savez, les voitures, les chauffeurs, les indemnités, les retraites. Eh bien, François Plan-Plan, il a dit non. François Plan-Plan, il a dit pas de suppression des offres. C'était le canard enchaîné de mercredi dernier. Il a dit pas de suppression des avantages des anciens Premiers ministres et des PR, c'est le président de la République, parce qu'il dit que il justifie en disant que dans ce contexte difficile, il faut savoir assurer ses arrières. Alors je vous invite demain à envoyer un mail à la DGFiP, vos impôts, ou à l'URSSAF, et leur demander, ben moi j'aimerais quand même que vous puissiez à un moment donné surveiller mes arrières, puis demandez-leur un abattement. À mon avis, ou à l'URSSAF, je sais que l'URSSAF, demandez-leur, vous allez voir. Je pense que vous allez recevoir un mail très lapidaire, voilà, et pas forcément très sympathique. Voilà, donc voilà ces gens-là. Voilà, c'est quelques exemples. Je pourrais en citer plein. J'ai choisi ceux-là, c'est les plus marquants. En fait, c'est une caste, manifestement, qui s'est extraite de la nation, dans le sens où ils sont tellement bien payés par nos impôts, qu'ils ont tellement d'avantages, que ce soit immédiat, d'avantages annexes et de retraite, qu'en fait, ils n'ont plus besoin de la nation. Ils n'ont plus besoin des écoles publiques, puisque leurs enfants, ils les mettent dans les lycées français ou des collèges français à l'étranger, pistonnés puisqu'ils sont de la caste. Ils ont des salaires mirobolants qui leur permettent finalement de voyager un peu partout dans le monde. Ils n'ont pas besoin non plus d'hôpital public, puisqu'ils ont n'importe quel spécialiste en moins de 10 minutes. Vous allez vouloir faire une échographie, ça va vous prendre 6 mois et demi, et le jour où vous allez arriver, ça va être fermé ou je ne sais quoi, vous n'allez pas pouvoir la faire, mais eux, en 10 minutes, ils ont un spécialiste. Donc je veux dire par là, c'est que par leur réseau, par leur puissance et par leur carnet d'adresse, eux, ils n'ont plus besoin de la nation. Ils n'ont plus besoin de l'héritage du CNR, du Conseil national de la résistance, où il était censé d'avoir une solidarité entre nous tous, ceux qui travaillent, payent, cotisent pour soi-même déjà pour nos retraites, pour notre maladie, pour notre invalidité, pour notre vieillesse, mais cotisent aussi pour nos compatriotes aujourd'hui qui se retrouvent licenciés parce que malheureusement, ils travaillaient chez Bosch, ils travaillaient chez Whirlpool, ils travaillaient chez toutes ces entreprises, toutes ces industries qui ont fermé. Donc eux, non, ils sont complètement là-dedans. Je prends un exemple, par exemple, Bruno Le Maire. Whirlpool avait été fermé, avait été fermé dans le Nord, je crois, et c'est pas que je crois, ça a été fermé, et Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, vous voyez qui est Agnès Pannier-Runacher? Voilà, vous la voyez, c'est la Joconde éco-responsable du gouvernement. Elle est là depuis 7 ans, hein. Non mais elle tient, non, mais manifestement ça tient. Il y a, à un moment donné, il y a les moulins à rocher, puis Agnès Pannier-Runacher au gouvernement. Et bien ils étaient allés discuter avec la direction japonaise de cette grande entreprise, et ils n'avaient même pas pu rentrer. Il n'avait même pas été reçu par la direction japonaise. Ils n'ont rien dit, parce qu'en fait, cette grande entreprise avait touché des fonds européens
d'innovation pour aller délocaliser en Roumanie, en Pologne. Je suis d'origine polonaise, donc je peux parler très librement de ça. Je connais très bien la Pologne. Et en fait, on s'est rendu compte, par contre, on avait 660 familles qui se sont retrouvées sur le 660 ouvriers sur le carreau, et autant de familles, et autant de bars qui ont fermé, autant de cafés qui ont fermé, autant d'épiceries qui ont fermé. Et ces gens, en fait, sont totalement impuissants, puisque finalement, ils s'en moquent, c'est pour ça qu'ils se sont extraits de la nation. Par contre, ils vont se recycler, et je vais vous donner des chiffres, franchement, qui méritent, à un moment donné, qu'on s'y attarde. Je vais vous parler notamment des agences d'État, qui sont au nombre de 483. Quand je vais vous donner le chiffre, accrochez-vous bien au siège, parce que ce que nous coûtent ces agences d'État, c'est absolument colossal. Et quand vous le mettez en perspective de la réforme des retraites, où était censé économiser 12 milliards, vous allez voir, ça fait claquer des molaires. On en parlera juste après. Là-dessus, deuxième partie. Alors, on a fait le constat, vous connaissez à peu près tous, ok, et on pourra en parler très longtemps. Maintenant, on peut se dire, dans un pays démocratique et tout, on devrait avoir une opposition politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. On se dit, ben, on a forcément une opposition politique qui va pouvoir entraver, ou du moins donner un autre souffle, un autre élan à cette politique de malheur. Et on se rend compte que moi, je suis désolé, alors pour le coup, je le dis immédiatement, je suis encarté dans aucun parti, je ne soutiens aucun parti, et je suis journaliste. Mais je pose la question, puisque je suis journaliste politique, je regarde à peu près tout ce que proposent les autres partis d'opposition, que ce soit de la LFI ou RN. C'est mon boulot, c'est ça que je fais. J'ai été littéralement, je n'ai jamais vu ça en 17 ans, je suis journaliste politique depuis 17 ans, et c'est très récent, puisqu'il y avait la motion de censure. François Plan, lui, a dégagé déjà 3 motions de censure. Le mec, c'est la Lucky Luke de l'antidémocratie. Le type, en 2 jours, 3,49,3. Il va faire même mieux que Mamie Lapote, Elisabeth Borne. Et alors, moi, je vais écouter toutes les déclarations, notamment du PS, je vais du RN, du machin, et j'entends la même rhétorique. Nous ne voulons pas du chaos institutionnel. Donc, nous ne voterons pas la motion de censure. Enfin, je ne comprends pas. À un moment donné, je ne comprends pas que le PS et le RN aient la même rhétorique depuis 4 jours sur le fait de ne pas voter la motion de censure. Vous avez voté la motion contre Barnier, et maintenant il y a Bayrou qui présente un budget qui est pire que celui-là de Barnier. Vous savez, Michel Troca-Barnier, l'ancien commissaire européen, et François Plan vous met un budget mais d'une austérité sans précédent, et vous ne votez pas la censure parce que vous dites que finalement, vous ne voulez pas du chaos institutionnel. Ça en fait penser aux Républicains. Ben, vous savez, les Républicains, c'est ceux qui ont dû faire un Pécreston aux anciennes présidentielles, qui avaient fait que 4,6%, donc ils ont fallu qu'ils aient la sortie du métro à Paris pour demander un peu d'argent pour rembourser la campagne. Et cette opposition, déjà, c'est le premier point, même rhétorique. Donc, où est l'opposition? On n'a même pas senti de divergence entre ces partis politiques. Donc, c'est un chaos institutionnel. On a l'impression qu'ils avaient tous récupéré leurs feuilles d'argumentation chez McKinsey. Vous savez, McKinsey, les copains de Macron. Donc, déjà, j'ai un problème. Ensuite, ils n'ont pas voté la motion de censure. Là, je reviens sur cette idée de l'opposition politique. Est-ce qu'il y a une opposition politique? Moi, je ne sais pas, j'aurais été député, je ne saurais jamais, ça ne m'intéresse pas, mais ils ne veulent pas voter la motion de censure, alors que, dans le même temps, il y a le scandale Nestlé. Vous avez entendu parler du scandale Nestlé, hein, sur les bouteilles, les microparticules, les problèmes de filtrage. Le gouvernement était au courant, Agnès Pannier-Runacher était au courant, ces gens étaient au courant. On le voit, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a toute une série de grands médias qui le disent, mais pour le coup, l'enquête est assez sérieuse. Il y avait le scandale sur la crise sanitaire avec le bouquin de Gérard Davé et Fabrice Loeb, je vous invite à le lire. La commission d'enquête parlementaire où Buzyn deal les questions avec le président de la commission d'enquête. Deal les questions par texto. Ce livre-là, il est sorti il y a 15 jours. Donc vous avez une ancienne ministre de la Santé qui est en commission d'enquête et qui deal les questions le président de la commission. Mais ça, rien que ça méritait une censure. Et il y a beaucoup de choses, je vous invite d'ailleurs à le lire. Il y a aussi les notes confidentielles de Bruno Le Maire, qui a dit qu'il avait averti tous les premiers ministres, Attal, Borne, Macron également, qu'il avait averti sur les dérapages des comptes publics. Et ces gens-là étaient au courant. Bon, c'est vrai que Bruno le rigolo, il aurait pu au moins démissionner. Si vous envoyez 3 notes et demie et que personne ne vous écoute et qu'à un moment donné vous sentez que ça parle en vrille, bon, mais vous venez à la télé, vous venez chez Laurent Delamèche, Laurent Delahousse sur France 2, et puis vous dites, ben moi mes amis, moi je m'en vais. Voilà, vous allez chez Anne-Claire Coudray là, sur TF1 ou à Gilles Boulot, comme vous voulez. Enfin, c'est blanc bonnet blanc, et vous dites, ben voilà, bon, on m'écoute pas, c'est en train de partir en vrille, les dérapages des comptes publics sont en train d'être incroyables, j'ai adressé des notes confidentielles, je m'en vais. Non, Bruno, il est resté 7 ans. Il est resté 7 ans, puis il est parti, vous le savez, en Suisse faire quelques cours, et puis il nous a souhaité la bonne année depuis sous le pont le Golden Gate, parce que moi je le suis sur Instagram, Bruno Le Maire. Et il est très content. Il était au Golden Gate, il nous a souhaité une bonne année. Eh bien, on est bien content, Bruno, de ta bonne année. Je pense que tu peux te la garder. Voilà. Ensuite, il y a eu notamment aussi le Parlement européen. C'était un peu plus lointain, mais tout de même, le Parlement européen, je le dis, hein, parce que
je suis spécialiste des questions européennes, qui vient de régulariser l'utilisation de poudre traitée aux UV de larves entières de verre et de farine jaune jusqu'à 4. À un moment donné, moi je veux bien. Mais bon, sinon je vais sur le haut plateau du Languedoc et je fais la terre, je me fais de la salade au verre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne va pas faire ça. Et ces gens-là, c'est passé, concrètement. Également, l'annonce de financement de plus en plus important à la guerre en Ukraine, on voit ce que ça a donné, ou alors encore plus largement, on a maintenant toutes ces options politiques de droite et de gauche. J'enlève le LR, parce que le LR, on ne sait plus trop où ils sont, ils font 4%. Là, ça va piquer. Je vous le dis, ça va piquer. Vous savez, est-ce que vous connaissez, c'est pour ça que je pense qu'il aurait fallu voter la censure. Aussi pour ça. L'ADEME, est-ce que vous avez entendu parler de l'ADEME? Vous savez, ces gens qui nous ont fait un petit récap là, pour les culottes, les caleçons, les jeans, savoir combien de temps il fallait les porter. Vous voyez? Mais on est chez les dingues. À un moment donné. Et puis ces gens le publient, le Parisien de Bernard Arnault le publie tranquillement. On vous dit combien de temps porter votre caleçon. Bon, déjà ça me pose un problème. Enfin, moi déjà j'ai déjà un sens de l'humour approximatif quand on me demande combien de porter mon caleçon, mon jean. Donc ça pourrait être rigolo. Mais ce qui est moins rigolo, c'est ce qui suit. Parce que l'ADEME nous coûte 4,5 milliards d'euros par an. Pour nous dire combien de temps porter un caleçon. Donc moi je veux bien, moi je veux bien qu'on en parle de tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir poser des bonnes questions. Ah, encore, là vous allez vous attacher. Buvez une gorgée pour ceux qui ont un peu d'alcool, vous allez, ça va mieux passer. Ça va mieux passer. Je parlais tout à l'heure des agences d'État. Elles sont au nombre de 483. Alors, on parlait tout à l'heure avec André du bénévolat. Là, manifestement, on est loin du bénévolat. Parce que ça nous coûte, ces gens. En 2023, ça nous a coûté 80 milliards d'euros. Même pas, je pleure. Ah non, je sais bien. 81 milliards d'euros. D'accord? Donc ces gens, en 2023, et pourtant en 2012, quand on prend les chiffres, ça ne nous coûtait que 38 milliards d'euros. Donc il y a eu quand même un petit écart de 50 milliards. Bon, ça passé. Et en fait, ce qui est intéressant les agences d'État, ce qu'il faut dire, c'est que les agences d'État ont été créées pour recycler les rebuts des gouvernements. On place les copains. Dans les agences d'État, vous placez les copains. Exactement. La haute autorité de la régulation de l'énergie. Qui a été mise? Emmanuelle Wargon. Vous savez, je baisse, j'éteins, je décale. Enfin, c'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'elle parle de son intelligence, mais bon, peu importe. Ces gens ont été nommés des trucs comme ça. Et ces gens qui vous disaient qu'à un moment donné, il fallait moins consommer, je baisse, j'éteins, je décale, pour sauver, pour pas avoir finalement un blackout en hiver, et 6 mois après, elle vient chez Bourdin sur Sud Radio pour nous dire « Ouais, mais l'électricité coûte plus cher parce que les gens n'ont pas assez consommé. » Ah mais il n'y a pas quelqu'un pour la coller au mur en fait. Du moins, on lui pose une question. Quand je parle coller au mur, entendez-moi bien, c'est lui poser une question pour dire mais pourquoi vous avez déclaré ça 6 mois avant? C'est typiquement les agents d'État. Voilà. Ensuite, tiens, ce matin dans le Tocsin, j'ai reçu Christian Gérondeau, qui est un physicien là-dessus, qui est spécialiste du climat. Bon, c'est vrai qu'il passe très mal au niveau du climat parce qu'il dit des choses que les mainstream ne veulent pas l'entendre. Les accords de Paris nous coûtent actuellement au bas mot 40 milliards d'euros par an. 40 milliards d'euros par an. Je rappelle que ces gens nous ont fait la réforme des retraites pour économiser 12 milliards. Je le rappelle. Non mais vraiment, parce qu'ils nous ont cassé les sabots pendant 1 an avec ça. Et donc nous en avons tous bossé 64 ans, voire 67 ans, parce que je le répète, ça sera 70 ans si nous n'ont rien, si on les laisse faire, ça sera 70 ans. Donc par contre, 40 milliards d'euros. Vous voyez? Et puis après, je le dis aussi, le service public, toute la radio, France Télévisions, de la propagande, c'est 4,5 milliards d'euros par an aussi. Voilà. Donc vous voyez, là, si je fais le compte, eh bien là, j'ai déjà 110 milliards. Donc si François Bayrou m'écoute, je lui dis, là, il y a 110 milliards. Déjà. Vous commencez par là, et une nouvelle fois, ça a pas, 1 centime n'a pas été pris dans votre portefeuille. Pas 1 centime n'a été pris dans votre portefeuille. C'est ça qu'il faut savoir. Voilà. On continue. Et puis, j'ai envie de vous dire, la censure, quand vous avez le retour de la crème catalane de la politique française, en la personne d'Emmanuel Valls. Mais manifestement, là, ça vaut censure. Là, c'est comme tapis au poker. Là, ça vaut censure. Le gars, il a fait le boudin devant l'Élysée pendant 5 ans. Il est allé à Barcelone, il a pris une tripotée, mais qu'il est revenu. Et maintenant, le voilà, Manu. Il revient. Voilà. Vous savez, c'est comme la crème catalane. Vous la mettez au frigo, frais. Vous la ressortez tiède. Et quand ça revient en cuisine, vous la remettez au frais. Voilà. Mais lui, c'est pareil. On l'a mis au frais, il est revenu. Voilà. Rien que ça. Babette Borne, Elisabeth Borne. Non mais. Alors, elle nous a dit qu'elle était mise d'éducation. Bon, vous savez, je ne suis pas trop spécialiste des sujets d'éducation nationale. T'inquiète pas, mamie, on a bien compris. Et c'est pas que l'éducation. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Celle qui vapote, vous savez, à l'Assemblée.
Non mais c'est des gens qui vapotent à l'Assemblée, quoi. On est chez des... C'est rien du tout, mais je veux dire, c'est aussi pour montrer cette façon de se déconnecter. Voilà. Bon, rapidement, ensuite, après, on a eu sur l'opposition politique avec toujours la dame. Donc je pense que ces quelques données auraient pu du moins faire activer 2-3 neurones et mettre en face de certains opposants politiques de droite et de gauche pour voter la censure. À mon avis, ça aurait mérité une petite censure. 2 exemples encore. Plus grave cela, plus grave. Notamment les accords de sécurité avec Koko Zozo Zelensky. Vous savez, le mec en tréville qui arrive toujours derrière un fond vert. On y a versé quand même beaucoup d'argent, ce monsieur. Pour le coup, peu importe. La question, c'est de savoir qu'on a voté à l'Assemblée, qu'on a fait voter les députés, donc nos représentants, qui ont mandat du peuple pour défendre nos intérêts, ces gens, on les a fait voter. Mais en fait, ce qu'ils savaient, c'est qu'on les a fait voter, mais que ça ne servait à rien. C'était un vote consultatif. Donc tous ces gens sont allés à l'Assemblée, ils étaient tous là parce qu'il y avait des caméras cette fois-ci. Parce que souvent, ils ont piscine ou buvette. Là, ils étaient là. Donc ils ont voté, ils se sont assis, ils ont voté, tout en sachant que quel que soit le résultat du vote, ça n'aurait aucun impact. Quelle que soit notre opinion ou notre analyse sur la guerre en Ukraine, peu importe. Moi, je parle du Parlement français. Quand on vous dit « tu vas voter, mais ça sert à rien », ben, j'ai dit « mais je vais rester au bord, en fait, parce que ça ne sert à strictement à rien que je me déplace ». Voilà. Ça a été la même chose sur beaucoup de choses, parce qu'on se rend compte, finalement, qu'à un moment donné, le Mercosur aussi, j'allais oublier, le Mercosur, ils sont allés voter, tous ces gens. On leur a dit, bah, le Mercosur, allez, on va aller voter, parce que les gens, ils sont pas contents, les agriculteurs, ils sortent de la paille et tout, c'est pas possible. Donc, on va vous faire un vote. Donc, Macron leur a lancé un os, il va chercher. On les a mis, tous ces gens à l'Assemblée, pareil, ils étaient tous là, parce qu'il y avait des caméras, et on nous a fait croire pendant une semaine que ça allait changer la donne. Donc, tous ces gens votaient non au Mercosur, mais enfin, entendez, mais il n'y en a pas un qui a dit sur les plateaux télé, ni les médias en plus, qui arrivent de le dire, médias mainstream, que les accords du Mercosur, c'est la compétence exclusive de la Commission européenne, de Ursula von der Leyen, celle qui a encore des textos un peu dans son téléphone et on les cherche, les textos. Voilà. Donc ces gens-là vont voter, ils ont mandat du peuple. Je rappelle qu'un député, c'est 7 500 € bruts mensuels par mois, plus les frais de mandat parlementaire, plus les trajets en TGV, plus les trajets en avion, plus plein de choses. Voilà, ça rapporte pas mal. Et ces gens-là sont allés voter. Et vous avez certains députés qui ont eu l'outrecuidance sur Twitter, sur X, de dire avec un emoji bouteille de champagne, déjà vous restez mal parti. Déjà l'emoji bouteille de champagne, vous dites là il va dire une connerie. Voilà, victoire, on a gagné. Non mais en fait tu décides de rien. Tu décides de rien parce que c'est la Commission européenne qui décide. Donc les accords du Mercosur, la volonté manifeste de liquider notre agriculture, notre souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire et nos traditions, c'est en cours et je peux vous assurer que ça va passer. Et les députés, donc, ont fait ça pendant 3 jours et nous ont dit que c'était génial. Voilà. Ensuite, rapidement, je finis là-dessus, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'opposition politique, qu'on ne devrions avoir dans un pays comme ça, une nouvelle fois, quelles que soient nos convictions politiques ici. C'est important parce que finalement, on se rend compte, et dernier point là-dessus, sur l'Union européenne, ceux qui me connaissent le savent, je suis un souverainiste, je n'ai jamais caché, je ne suis pas comme Christophe Barbouze, moi je dis les choses, les gens le savent. Aucune opposition politique à l'Assemblée, je précise à l'Assemblée, ne veut la sortie de l'Union européenne. Aucune. Alors que ça soit du côté de la LFI ou RN, il y a beaucoup de déclarations, chacun dans son coin, mais personne ne sortir de l'Union européenne. Personne. Tout ce qu'ils racontent, c'est du vent. C'est du vent. Que ça soit la LFI du côté avec Manon Aubry qui nous a dit oui, mais non, mais si, mais non, oui, le grand capital, le néolibéralisme et tout. Ouais, mais quand Ursula von der Leyen est réélue, tu vas y claquer la bise. Et Bardella de son côté, pareil, même histoire. Oui, la sécurité, l'immigration, d'accord. Mais tu veux pas sortir de l'Union européenne, mon ami. Il y a 47 traités qui nous enchaînent. Donc si tu veux à un moment donné régler le problème de l'immigration, eh bien tu peux pas. Donc vous voyez, les deux côtés du spectre politique, on a des gens qui se moquent des Français. Qui se moquent des Français. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que, et ça c'est un véritable tabou, il faut quand même bien l'avoir en tête. La députation nationale ou la députation européenne, c'est un véritable marché et environnement économique. Pourquoi? Parce que quand vous avez des députés, soit au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale, soit au Parlement européen, vous touchez des pépettes en tant que parti. Donc les députés, déjà, ils ont les indemnités qui sont très généreuses, je continue à penser qu'elles sont très généreuses par rapport à nos commerçants ici, où on parlera des commerçants parce que je suis aussi entrepreneur avec nos médias, et ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent finalement pas mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'ils sont dans un environnement économique. Et vous comprenez bien qu'à un moment donné, que ce soit à l'État français, donc nos impôts, chers amis, rémunèrent nos députés, nos sénateurs, et au Parlement européen, ce sont l'argent public des Européens qui rémunèrent un député européen, c'est 10 000 balles par mois, hein. Sans avantage, je ne parle pas des avantages, vous allez sur Wikipédia, on a fait tous les avantages.
c'est des frais, les frais de l'eau, les frais de restauration et de logement par jour, c'est 300 balles. Voilà, et vous en avez plein, je vous en citerai plein, on va pas y passer déjà parce que j'ai beaucoup de choses, ouais. Chauffeur, tout ce que vous voulez, champagne, moi je suis allé, j'ai vu les caisses de champagne arriver dans les docks en bas, monter des palettes de champagne. Donc je peux vous dire que, et on va en parler de ça aussi. Notamment, je voulais qu'on parle de ça, voilà. Donc je veux dire, par là, c'est qu'à un moment donné, il faut, même les déclarations de plateau télé, d'indignation à géométrie variable, ces gens, en fait, la réalité, c'est qu'ils sont dans un environnement économique et ils n'ont aucun intérêt, finalement, à aller activer le bouton nucléaire de la motion de censure, hormis quand ils sont obligés, on y reviendra dans la dernière partie de la conférence, et ils ont besoin, à un moment donné, de cet environnement économique. Donc c'est un véritable environnement économique. Donc c'est tellement facile d'aller sur le plateau de télé des matinales de 6h du matin jusqu'à minuit pour dire que c'est un scandale et que tatati, qu'ils vont se battre et qu'on va lutter, que nanana. La réalité, c'est que le pays s'effondre et qu'il n'y a aucun garde-fou. Aucun garde-fou, et c'est là qu'on a un vrai problème. Parce qu'on se retrouve que le contre-pouvoir n'existe pas. Dernier exemple, le plus marquant à mon avis, dont les médias n'ont absolument rien dit. Quand vous avez eu la dissolution de Macron, d'accord ? Il y a eu une dissolution, donc il y a eu le gouvernement démissionnaire. Des démissionnaires, non démissionnaires, qui finalement ont démissionné. Voilà. Et pendant ce temps, eh ben, il y a eu le vote de la présidente de l'Assemblée nationale, qui était Yaël Braun-Pivet, Madame Lauréat. Voilà, allez voir, je dis ça, il faut que vous ayez voir sa fiche de déclaration de patrimoine sur la haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est des données publiques, allez voir, vous allez crisser des molaires, comme disent mes amis québécois. Et là, on s'est retrouvé dans un truc absolument incroyable, où dans ce pays, vous avez la séparation des pouvoirs. Vous avez les députés, les gens qu'on élit, et puis vous avez le gouvernement, qui est l'exécutif. Donc j'avais cru comprendre rapidement dans un cours d'éducation civique qu'il y avait un contre-pouvoir dans ce pays, et qu'il y avait surtout la séparation des pouvoirs. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en fait les ministres démissionnaires, comme ils étaient démissionnaires, pas trop démissionnaires, mais finalement démissionnaires, et bien pendant le laps de temps où il a fallu voter en 3 tours pour Yaël, et bien ils sont passés ils ont quitté leur casquette de ministre, et ils ont mis leur casquette de député. Et ils sont allés voter pour Yaël. Et il n'y en a pas un qui a ouvert sa grande mouille. Ni à la LFI, ni au PS, ni chez les écolos, ni au PCF, ni bon, le LR, bon, les pauvres, hein, et au RN. Il n'y en a aucun. Donc ça a fait des grandes déclarations, il n'y en a pas un qui a ouvert sa main. Et les médias, bien entendu, on en parlera rapidement tout à l'heure, bien sûr, n'ont pas traité cet angle-là. Vous imaginez bien. Parce que c'est un viol absolu de la séparation des pouvoirs. C'est absolument un scandale. Et c'est passé comme une lettre à la poste, littéralement. Ensuite, petite information. Je vais quand même vous dire quelque chose, parce que c'était une information qui date de hier, notamment sur les mœurs de nos députés. Et c'est pas moi, c'est France Info. Hein. Donc on est d'accord que bon, ça, je les prends, rarement je les prends, mais là, parce que nos députés, chers amis, ils se font des bamboches, mais alors, du feu de l'espace. Du feu de l'espace. Donc on avait déjà entendu parler de l'addiction. On a eu Bruno Retailleau, vous savez, le ministre de l'Intérieur, qui est souvent à l'extérieur d'ailleurs. C'est comme Stéphane Séjourné, qui était ministre des Affaires étrangères, qui lui sont très étrangères. On a des ministres comme ça qui se succèdent. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ces gens se font des bamboches de dingue. Mais des bamboches de dingue. Donc, c'est France Info, c'est hier matin, vous allez voir quand même. On a le témoignage d'une collaboratrice parlementaire, d'accord, qui nous dit, donc Bruno Retailleau, lui, avoue qu'il y a finalement quelques remontées au niveau de Beauvau sur la consommation excessive de poudre, de bonux et de farine, et notamment d'alcool, et qu'il va falloir à un moment donné voir ce que l'on peut faire, et qu'il va falloir prendre ça très au sérieux. Et donc, France Info interviewe une ex-collaboratrice d'une députée qui dit, c'est absolument incroyable, elle dit, la réalité c'est que si la buvette de l'Assemblée nationale, hein, la buvette ne servait plus d'alcool, il n'y aurait personne en séance le soir. D'accord? Plus loin. Mais si demain la buvette ne vendait plus de boissons alcoolisées, les bars à côté de l'Assemblée seraient archi pleins. Je vous invite à délocaliser l'Assemblée, moi. Non mais franchement, parce que là vous allez avoir du monde, hein. Il va falloir agrandir, hein. Vraiment. Et elle continue, cette dame, elle dit donc, grosso modo en soirée, pas en séance, j'ai vu des gens en état de quasi-ébriété, on le voit à la reprise à 21h30, ils boivent 1, 2, 3, 4 verres. Non, attendez, je vais faire ça parce que j'ai perdu mon truc. 4 verres, hop, décidément, ils boivent 1, 2, 3, 4 verres entre chaque vote. Ça pose véritablement un problème pour leur question, pour leur santé. Et après, ils disent aussi que cette collaboratrice a déjà surpris son député en train de sniffer des rails de coke dans la toilette de l'Assemblée. Je veux dire, c'est un problème grave. C'est pas qu'un ou deux individus. Il y a un véritable problème d'addiction. D'ailleurs, il y a eu des confidences là-dessus sur les médecins, parce que vous savez que l'Assemblée nationale a des médecins, et il y a un gros problème d'addiction. Je vous dis ça, mais c'est un passage pour ne pas faire 2 heures là-dessus. Mais je veux dire, on a quand même des gens, alors déjà qui ne sont pas nombreux à l'Assemblée nationale, ils ont souvent piscine,
Parce que franchement, moi je suis les débats parlementaires, je suis obligé de me les prendre. Hein. J'ai pas le choix, à un moment donné c'est comme ça. Bon, c'est sûr qu'il y a François Bayrou qui parle ou d'autres, c'est compliqué. Et en fait, ils sont très peu, hein. Ils sont très peu en séance. Moi aussi d'ailleurs, j'instaurerai les jours de carence pour les députés. Ça serait quand même, à mon avis, une mesure assez intéressante. Donc ça veut dire tout de même que je vous ai fait quand même le rôle de l'opposition politique et également des problèmes manifestement d'addiction. La réalité, pour synthétiser cette histoire, c'est que, à mon sens aujourd'hui, ce qui est un vrai problème, et c'est là, on revient toujours à la tempête qui vient, c'est que dans un pays normal, serein et sain, vous devriez avoir une opposition politique pour laquelle, dites-moi, cette opposition politique me va, me convient, les idées qui sont défendues, je les partage, donc je vais aller voter. Là, vous avez bien vu qu'à un moment donné, il y avait un truc qui s'appelait l'élection. On allait dans un truc avec un rideau là, vous savez, vous vous rappelez ça? On allait dans un rideau, il y avait plein de petits bulletins, on notait un truc, on mettait dans une enveloppe, on mettait dans une grande urne. Il y a quelqu'un qui disait « à voter ». Mais ça se faisait. Mais là, manifestement, depuis un petit moment déjà, mais depuis juillet dernier, ça se fait plus. Parce que bon, Macron n'a pas respecté manifestement quoi que ce soit là-dedans, et c'est gravissime hein, ce qui s'est passé là. Qu'on soit de gauche ou de droite, peu importe. Hein. Mais ce qui s'est passé là, c'est gravissime. Parce qu'on a quand même, il y a quand même nommé Michel Barnier, qui est un européiste convaincu, qui est un commissaire européen. C'est quelqu'un qui est un austéritaire né, ce que j'appelle Michel Troca Barnier. Bon, il y a eu la motion. Barnier, il avait 46 députés à l'Assemblée quand même. Et puis après, il a nommé Bayrou. Alors lui, il en a 32. François Bayrou. Il a trouvé que Bayrou. Après, je pense qu'il y a une prochaine motion. Moi, je pense que c'est Brigitte Macron. Ah ben là, Nemo et Brigitte Macron en duo, ça va être formidable. Pour être plus sérieux, à un moment donné, on ne peut pas accepter dans un pays comme le nôtre, on est citoyen une nouvelle fois, quelles que soient nos oppositions politiques, que quelqu'un ne nomme pas un Premier ministre qui vient d'une force politique qui arrive en premier. Que ce soit la NFP ou le RN, peu importe. Mais c'est absolument un scandale démocratique. Les médias, et vous avez vu le traitement des médias, les traitements des médias, ça a été formidable. Moi, j'ai pas mal de copains qui bossent dans les médias mainstream, et on a eu des gens quand même, avant la nomination qui a duré un moment, et bien, on a vu des journalistes pendant plusieurs jours, avec le micro, le micro, la caméra, le parapluie, attendre, essayer de commenter les voitures qui arrivaient pour voir qui peut-être allait être nommé, essayer de voir dans la voiture. Et à un moment donné, ah, il y a une voiture. Ah merde, c'est Uber Eats. Ah bordel, c'est Uber Eats. Non, c'est un Uber, c'est pas grave, détendez-vous, c'est un Uber. On est chez les dingues. Le traitement des médias, on en parlera après, est quand même vraiment problématique. En réalité, là aujourd'hui, on est dans une époque crépusculaire. Une époque véritablement crépusculaire. On est dans le pire de ce qu'est l'antidémocratie dans ce pays. Rapidement sur les médias. Les médias, ils jouent aussi le jeu. Parce que les exemples que j'ai donnés, il y en a plein, j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais on y serait passé jusqu'à 95. Je veux dire, à un moment donné, si on avait aussi des médias de masse, qui pouvaient nous informer, qui pouvaient angler là-dessus, ou du moins qui pouvaient inviter des gens sur le plateau télé, qui pouvaient donner ce point de vue-là, vous imaginez bien que ces gens ne tiendraient pas longtemps. Mais comme sur la nomination des premiers ministres, ils ont ergoté pendant des jours et des jours et des jours sur les principaux candidats et les gens pressentis. Vous imaginez le décalage entre le traitement des médias et la réalité de ce que c'est? C'est absolument incroyable. Et cette classe politique, cette caste politique, ne tient que comme ça, parce que finalement, elle a besoin des médias pour laisser paraître la mascarade politique que nous vivons, et donc la mascarade démocratique, alors que le pays s'effondre totalement. Voilà, là-dessus. Maintenant, on va passer au troisième grand thème, il y en a 4, je vous rassure. On est, vous le savez, on va parler maintenant de la France et de ce qu'il en est. C'est la tempête. On est toujours sur la tempête qui vient. Pourquoi la tempête qui vient et comment elle va venir, et surtout, quels sont ses ferments. On voit bien qu'à un moment donné, on a un pays qui est en train, je l'ai dit en introduction, totalement effondré, mais il a été délibérément effondré. Ce pays a été délibérément effondré. Délibérément. Il a été vendu à des coupes, on l'a vu pour les intérêts privés, et notamment depuis notre entrée dans l'Union européenne avec beaucoup de traités. Un chiffre simple, effrayant, édifiant. D'ici mai prochain, c'est 300 000 emplois menacés. 300 000 emplois menacés. Vous imaginez ce que ça veut dire 300 000 emplois menacés? C'est colossal. C'est une saignée comme jamais on a vu. En 2024, c'est 70 000 TPE, PME qui ont fermé. Et je peux vous assurer que je suis entrepreneur, quand vous fermez là je ne parle pas de Bernard Arnault, hein, je parle d'entrepreneurs. Je parle de gens qui sont souvent seuls ou avec un ou deux salariés. Ces gens-là, je veux dire, quand vous fermez votre boîte, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez rien. Quand vous fermez votre boîte, vous n'avez rien. Et si vous avez la chance de ne pas avoir de dette, parce que sinon, vous êtes mort. L'URSSAF vous tombe dessus, tout le monde vous tombe dessus. Donc c'est 70 000 entreprises qui ont fermé. Et je parle de TPE, PME. Je le disais, près de 300 000 emplois menacés. Et que font ces gens?
Maintenant, ils nous font le budget Bayrou. Alors moi, je l'ai étudié un peu pour vous, le budget Bayrou, parce que c'est quand même assez formidable. Par exemple, bon, on va passer par le truc. La hausse des frais de notaire, vous me direz, ça concerne une partie de la population. Triplement de la taxe sur les billets d'avion, ça va augmenter, vous me direz, là aussi, une partie de la population ne sera pas concernée. On parlera après de la TVA sur les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, et vous allez voir. Le malus auto alourdi, l'histoire des voitures électriques, hausse de droits des mutations pour les collectivités locales, la TVA chaudière dont nous a rebâti les oreilles qui passe, la TVA qui passe de 5,5 à 10%, directive européenne au passage, la baisse de 300 millions d'euros pour les APL. Pour les APL. Vous les avez vus, les images des étudiants qui font la queue pour bouffer le soir? Vous pensez qu'à un moment donné, on forme des jeunes gens comme ça? Vous pensez que c'est en les laissant crever de faim qu'on va leur donner la sérénité pour étudier? Et parce que je sais qu'il y en a quand même qui travaillent, il y en a qui travaillent, qui essaient de s'en sortir. Vous imaginez à un moment donné qu'ils s'en baissant les APL, 300 millions de baisse des APL. La contribution financière de l'Union Européenne, qui est record, c'est-à-dire que l'argent que nous donnons à l'Union Européenne, vous savez, les 28 milliards qu'on donne tous les ans, pour que ces gens-là, en retour, nous fassent les pires plans sociaux, cassent notre hôpital public, littéralement, mettent en concurrence nos entreprises avec l'Europe entière et la terre entière, sans droit de douane, avec le marché unique, le marché européen de l'énergie, qui nous fait payer l'électricité à des prix records, la volonté de détruire notre énergie nucléaire. Donc, c'est la contribution financière que nous payons tous, chers amis. Hein. Voilà, suppression de 5000 postes à la police judiciaire. Vous pensez qu'à un moment donné, on n'a pas, je parle pas des CRS et des bacs, je parle de la police judiciaire. Je parle des policiers qui sont dans les bureaux et qui enquêtent, qui ont des piles de dossiers comme ça, là. 5000 postes au sein de la PJ. C'est un sujet, sur Putsch, chez moi, ou sur Toxin, on en parle depuis un certain temps. Je vous invite à ce sujet, écoutez Jean-Pierre Colombiès, qui a été dans la police criminelle pendant 30 ans et qui connaît bien ces sujets, notamment. Et en plus, les taxes vont augmenter. Ensuite, c'est intéressant, vous avez vu le scandale sur l'abaissement des seuils sur les auto-entrepreneurs. Ça, c'est quand même formidable. Donc Macron nous a dit, il y a 3 ans, c'est simple, comment... Alors, il est allé voir Bruno. Bon, Bruno qui n'a jamais su faire la différence entre dette et déficit. C'est comme ça, on ne peut pas être bon partout, hein, mais manifestement, l'économie, c'est pas son truc. Mais il a été 7 ans milieu d'économie à Bercy. Et il lui a dit, bon, Bruno, il faut qu'on arrive à faire baisser le chômage. Bon. Ce chômage, on aurait pu relancer l'économie, on aurait pu à un moment donné mettre des frontières, on aurait pu protéger nos entreprises du dumping social, on aurait pu faire un paquet de choses. Mais non, il s'est dit, bon, puisqu'on veut continuer à détruire la France, il faut quand même que les chiffres du chômage, à un moment donné, à l'INSEE, ils baissent et qu'on arrive sur TF1, BFM, LCI, France Culture, France Inter, Libération, Le Figaro, pour leur dire, regardez, le chômage n'a jamais autant baissé sous Macron. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont créé le statut d'auto-entrepreneur. Donc tous les gens qui avaient été licenciés, qui avaient des petits boulots, qui ont essayé de s'en sortir comme ils ont pu, eh bien ils se sont dit, en un quart d'heure, on se crée auto-entrepreneur et on n'aura pas de TVA, du moins à certains seuils. Donc, eux, ils ont envoyé 1 million de personnes se créer, voire 1,2 million se créer auto-entrepreneur. Du salaire moyen de l'auto-entrepreneur, 475 € par mois. D'accord? Donc, on les a envoyés on les a envoyés à l'abattoir. On les a envoyés à l'abattoir, on leur a fait miroiter qu'un auto-entrepreneur, il pourrait se démerder, il pourrait à un moment donné récupérer, faire quelques petits travaux, un jardinier, un plombier, ou quelqu'un qui voulait monter un petit commerce, ou une épicerie, je ne sais quoi. Et on leur a dit, vous allez voir, on va vous faire une exemption de TVA à certains seuils, tranquille, comme ça vous serez toujours en dessous, vous n'aurez pas à faire chier la TVA. Et bien non, on leur dit, ben non, on va vous bosser des seuils, et puis maintenant, on va vous massacrer parce que vous allez rentrer dans la TVA. Donc les gens qui sont dans les services et tout, en termes de collecte de TVA, c'est pas possible. Donc, soit ils sont obligés de monter leur prix pour couvrir la dépense en TVA, soit à un moment donné, comme ils ne collectent pas, ils auront trop d'argent à donner. Donc ils vont se faire massacrer littéralement. Et là, depuis 3 jours, vous voyez comme quoi la tempête qui vient. C'est un exemple. C'est un exemple qui est sorti hier soir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reculer. Parce que vous n'avez pas eu de manif d'auto-entrepreneurs, mais sur les réseaux sociaux, c'est le feu. C'est le feu. Il y a des gens comme vous et moi qui font des vidéos sur TikTok, ils ont 3 abonnés, leur vidéo elle fait 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 1 million de vues. Et comme l'Élysée a sa cellule riposte et drive tous les réseaux sociaux pour voir ce qu'on appelle les points de fracture en langage technocratique, ils se sont dit, putain là ça pue quand même. Parce que c'est comment ça gueule. En 3 jours, ça monte en flèche. Donc ils se sont dit, vous savez pour combien ils voulaient économiser là? 400 millions d'euros. Vous voulez que je vous rappelle ce que nous a coûté les engins d'État? Vous voulez que je vous rappelle ce qu'a fait l'ADEME? Pour 400 millions d'euros, ils sont prêts à envoyer 1 million et demi de personnes dans un massacre, un bain de sang social. Voilà. Donc là, ils sont en train de reculer.
Depuis hier soir, ils commencent à reculer. Le gouvernement dit oui, mais non, mais on va faire plus souple. Ils suspendent. Ils suspendent. Et chez eux, ça ne veut rien dire suspendre. Hein. Mais là, on voit bien qu'à un moment donné, ces gens-là, ils commencent à reculer. Donc vous voyez, quand la pression populaire, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, et j'ai plusieurs exemples, commence à monter, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est pareil sur la ZFE. La Joconde éco-responsable du gouvernement, là, Agnès Pannier-Runacher, eh ben, elle, là, sur la ZFE, c'est pareil. Elle commence à dire, oui, il faut des ajustements, mais c'est pas l'État, c'est les collectivités. Je vais raconter ce que j'ai vécu à Tours. Je vais vous le dire, je vais prendre 2 minutes. Alors, j'étais à Tours en conférence avec des gens aussi sympathiques que vous, et je me suis retrouvé. Je sors de la gare de Tours, super, très bien. Monsieur qui organise la conférence vient me retrouver, vient me chercher à la gare de Tours, et il était garé sur le parking souterrain à Tours. Donc je traverse la rue sous la pluie, je me rends dans ce parking, on discute, on prend la voiture, il sort la voiture devant le truc, et là, quelle ne fut pas ma surprise? Dans un parking souterrain, je vois une piste cyclable qui fait 3 mètres de large. Je me dis, l'erreur, ils se sont trompés de marquage, il y a un truc, il y a eu une confusion, manifestement, de signalétique. Non, il me dit, c'est bon, on continue à monter. Et là, vous passez à la petite borne, vous avez le truc qui remonte, et là, la piste cyclable qui faisait 3 mètres, faisait maintenant 5 mètres, et elle était au milieu de la montée pour sortir du parking. Je me suis dit, il y a le Tour de France qui va passer en cet été, à Tours, et ils veulent les faire passer par le parking Indigo. Non mais... Donc sur la ZFE, c'était une petite anecdote, mais sur la ZFE, ils sont en train de reculer. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, je vous l'ai dit, elle est en train, bien entendu, de reculer en disant que c'est pas l'État, c'est pas eux, c'est pas du tout nous, c'est les collectivités qui seront chargées d'appliquer la ZFE. Vous voyez, la ZFE n'est rien d'autre que la discrimination totale de millions de Français. Pour ces gens qui nous font la leçon de morale, là, sur les discriminations, sur l'inclusion, sur les machins, par contre, pour les Français qui bossent, là, par contre, la discrimination, ça leur pose aucun problème. Comment elles font, ces mères de famille isolées qui habitent dans des petits villages pour rentrer, amener leurs gamins, je ne sais où, faire des courses ou pour les travailler? Comment ça se passe? Il va falloir qu'ils achètent une voiture électrique à 40 000 € qui va leur brûler dans le parking? Non mais on est chez les dingos. Donc on est vraiment dans la discrimination au sens littéral du terme, alors que ces gens, ça fait 30 ans qu'ils nous cassent les pieds avec la discrimination, l'inclusion, le machin. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il aurait fallu quand même bouger là-dessus. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ces systèmes-là, et je continue à penser que ces quelques mesures de la réforme Bayrou, voyez-vous, c'est un véritable budget austéritaire. Et je reviens en un mot sur ça, personne, du moins, les oppositions dans leur grande largeur n'ont pas voté l'émotion. Alors oui, il y en a certains qui ont posé l'émotion, mais ceux qui ont posé l'émotion savaient très bien que les autres ne la voteraient pas. Donc finalement, on pose l'émotion, même le RN a dit que si le PS l'avait posé, on aurait peut-être voté. Mais les gars, c'est Raymond Devos, mais version Wish. C'est Raymond Devos version Wish. Jean-Philippe Tanguy, quoi. Ben moi, je ne comprends pas. Alors, on aurait peut-être voté si le PS l'avait posé. C'est confus, hein. C'est confus, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, pour continuer là-dessus, la réalité, c'est combien de temps encore avant que cette fracture devienne absolument irréparable? Parce que là, aujourd'hui, nous arrivons dans une situation, une nouvelle fois, que nos sensibilités politiques soient de droite ou de gauche, peu importe cette situation, je pense qu'on peut faire le constat tous à peu près la même chose. Voilà. Moi, je veux qu'on parle maintenant, il me reste encore 20 minutes. André, ça va combien? 10 minutes? 10 minutes? Non, mais pas sur The Voice, là. Il faut que il y a la pub et tout, ça va être pénible, quoi. Il me reste 10. Non, je rigole. Je vais aller vite. Rapidement. On va parler vraiment, pour finir là-dessus, d'accord? La tempête qui vient, parce que je sais qu'on vient de me mort, mais il faut des solutions. Bon, au moins je vais vous donner des pistes. Rapidement, les gilets jaunes, ça a été les canaris d'un ami. C'est ceux qui avaient vu, c'est ceux qui ont compris, les gilets jaunes, que la politique et la destruction de la France qui a été mise en place par la Macronie et par d'autres, hein, la Macronie a été vraiment le pire. C'est-à-dire que la Macronie a vraiment tout accéléré, mais les autres ont bien contribué, socialo-compris. Ça a été les conneries dans la mine, pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience du déclassement. Ils ont pris conscience que les décisions politiques d'en haut étaient en train de les broyer économiquement. Littéralement. C'est-à-dire qu'ils sont dans la précarité. Et quand j'ai entendu que les gilets jaunes étaient des branleurs, j'aimerais que ces gens qui me disent ça
soit venu avec moi pendant 3 ou 4 mois sur les ronds-points et passer des nuits entières sur les ronds-points, en Normandie, dans le nord de la France, dans le sud de la France, partout j'y suis allé. Et c'était pas des branleurs, c'était des artisans, c'était des gens qui bossaient. J'ai vu des médecins même, qui étaient solidaires de la cause. J'ai vu des gens qui bossaient, j'ai vu des mères de famille isolées, qui étaient cadres, qui étaient AESSH, qui étaient aides-soignantes. C'est des gens qui bossaient, qui pouvaient plus s'en sortir. C'était des retraités également, qui me disaient, moi c'est simple, le 10 décembre, c'est soit je me chauffe, soit je mange. Voilà. Donc il aurait fallu peut-être venir, parce que tout ce qui me disent que c'était des branleurs, je les ai pas beaucoup vus sur les ronds-points. Et d'ailleurs, c'était souvent sur les plateaux télé, et je vais aller vite là-dessus. Autre chose, je pense que c'était vraiment les lanceurs d'alerte populaire. Les Gilets jaunes ont été ceux qui ont alerté. Et beaucoup de Français les ont regardés de très loin sur BFM TV en disant soit avec nous, parce qu'il y avait un soutien très fort au début, et certains disaient ouais, mais quand même, ils exagèrent, ils sont jamais contents et tout. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ces gens-là doivent réfléchir à ce qu'est devenue la France depuis 2018. Depuis 7 ans. C'est un véritable effondrement, mais c'était annoncé. Ensuite, vous avez ceux-là, là. Les autruches et tubes digestifs. Ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui disent, mais tout va bien, il ne faut pas exagérer quand même. Voilà. Eux, ceux-là, c'est terrible parce qu'en fait, c'est encore des gens qui sont en capacité un peu de dépenser et d'épargner, mais qui sont contraints aussi de basculer. Mais eux, à la différence des Gilets jaunes, ils ne font pas le lien avec leur déclassement économique. Quand on leur dit, je vais prendre un exemple très simple. Et je ne fais pas de promotion de marque de supermarché ici, mais pour vous donner un exemple, parce que j'ai pas mal d'amis, j'habite moi-même dans une grande réserve d'autruches et de tubes digestifs, c'est une grande réserve naturelle, et j'y habite au milieu, dans mon petit cabanon de bois. Voilà, donc je peux les observer tous les matins. Je rigole. J'ai pas mal d'amis à moi, c'est des amis pourtant, qui ne veulent pas voir. Ils estiment que la politique ne les concerne pas, ils estiment que s'ils ne s'intéressent pas à la politique, il n'y a aucune raison que la politique s'intéresse à eux, mais par contre, quand nous discutons ensemble, il y a 2 ans, ils allaient chez Leclerc. Puis après, ils sont allés chez Lidl. Et puis maintenant, ils vont chez Action. Ils vont chez Action. En me disant, oui, mais tu comprends, il y a les mêmes marques. Non, en fait, la réalité, c'est que vous n'avez pas conscience de déclassement économique. C'est-à-dire que votre pouvoir d'achat a tellement baissé que vous êtes obligé de descendre dans l'échelle sociale. Vous ne partez plus en vacances. Vous avez réduit tout ce que vous pouvez réduire. Vous êtes à la recherche de promo, mais c'est normal à un moment donné. Et c'est des gens, en fait, qui se sont mis la tête dans ce que j'appelle la démocratie Ikea. Leur bulletin de vote, c'est leur carte bancaire. Voilà. Et quand vous faites d'une obsession de l'hédonisme et du petit plaisir personnel, finalement, vous pensez que votre petit coin de l'univers, c'est votre truc à vous, et qui ne sera jamais touché par les décisions politiques et par le massacre que nous sommes en train de connaître, c'est terrible. C'est absolument terrible, parce que finalement, ils ont une obsession, c'est le marché, c'est-à-dire que c'est la consommation, pardon. La consommation. On leur a mis dans la tête, il y a 30 ans de ça, avec les Attali et les Menck, qu'il y allait avoir la mondialisation heureuse, que tout allait découler, que le libre-échange, le marché roi allait permettre à tout le monde de pouvoir épargner, tout le monde de faire des crédits conso, tout le monde d'acheter une voiture, tout le monde d'acheter un appartement. C'était formidable. On pourrait partir à l'autre bout de l'Europe avec un Ryanair ou avec un Transavia. Ça allait être génial. Et puis finalement, on leur a menti. Mais eux sont restés à un moment donné dans cette idée même là. J'ai entendu, par exemple, je vais vous donner un truc. J'avais des retraités qui m'ont dit un jour, oh, moi, je m'en fous de la réforme des retraites, je suis déjà à la retraite. D'accord? Non, mais ça va, jusqu'à là, je comprends. Et je lui ai dit, mais vous avez 3 petits-enfants. Vous savez que votre fille va bosser jusqu'à 65 ans, ou 66 ans, ou 67 ans. Ça vous en foutez, ça aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'entends un truc comme ça, je me dis tout de même, quand on est grands-parents, qu'on accepte ça et qu'on accepte ce qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants? Sur la réforme des retraites, donc tu acceptes que ta petite fille, elle va bosser jusqu'à 67 ans. Non, mais c'est ça qu'on accepte. C'est ça qu'on... Mais, et là, c'était marrant parce que cette dame, elle m'a dit, ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Mais comment les avez-vous vues, en fait? C'est ça la réalité de l'histoire. Donc, si vous laissez ce rouleau compresseur et cette espèce d'hédonisme de dire, moi, je m'en fous, je suis déjà à la retraite, je veux dire, c'est un exemple qui m'a frappé parce qu'en fait, à un moment donné, nous faisons partie tous du même pays. Et nous devons être citoyens dans ce sens où nous devons combattre et de façon citoyenne, de manière à ne pas laisser ces gens continuer à détruire le pays. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'il y a tout de même des gens qui commencent à réfléchir. Et je finis là-dessus, j'ai la partie, c'est qu'à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est que ceux-là, ceux que je connais, par exemple, moi j'ai des gens, ils me disent, Nico, toi tu te régales à la manif. Mais je ne me régale pas d'aller en manif pour prendre des BD dans la gueule et du gaz lacrymogène en fait. Ouais, mais toi c'est ton truc la manif. Mais tu penses qu'à 14h je me régale à la manifestation?
pour le nombre de fois où j'ai été contrôlé parce que je suis connu en manifestation, parce que je suis un journaliste indépendant et que combien de fois j'ai été mis sur le bas-côté, on m'a pris en photo ma carte d'identité, combien de fois j'ai été mis par l'écart. Bon, peu importe. Et c'est pas un hobby dans la manifestation, je préférerais faire autre chose dans la vie en fait. Mais bosser jusqu'à 67 ans, ouais, ça me fait chier en fait. Surtout quand on file 80 milliards par an à des agents d'État. Voilà, ça manifestement, ça m'emmerde. Voilà. Et donc, ils me disent, ouais, mais en fait, ils n'ont pas conscience. Ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont une vision linéaire du temps. Ils pensent qu'aujourd'hui est pareil que hier, et qu'après-demain sera pareil qu'aujourd'hui. Et que finalement, il n'y aura pas une dégradation si forte que ça de notre avenir. Et c'est ça qui... Maintenant, tout de même, je veux qu'on finisse quand même avec quelques bonnes nouvelles, notamment. Parce que, pour finir, je veux dire un dernier mot là-dessus. En fait aussi, ce qui a poussé ce gens à faire ça, c'est que ça fait 40 ans qu'on abrutit les gens. Depuis, moi j'ai commencé, je suis de 80, je sais, je vous vois, mais depuis 2000, parce que c'est l'arrivée de la télé-réalité, c'est l'arrivée des jeux, les années 2000. C'est là qu'on a commencé à vider la tête des gens à la louche. On leur a vendu les jeux télé, tout ce qui vient des États-Unis, la consommation. La consommation, en fait, comme espèce de point cardinal de son existence. Si on peut consommer, on est libre. Non, on est libre quand on est des citoyens. On est libre quand on va voter. On est libre quand on défend ses idées. On est libre quand on parle au café avec des gens. On est libre à un moment donné quand on a même pas une encarte. Je parle même pas d'être encarté politiquement là. Je parle seulement d'être citoyen. D'être citoyen. De décider, de se renseigner à un moment donné, de voter en son âme et conscience. Mais on a abruti les gens. Regardez le classement PISA de notre éducation nationale. Moi, je suis italo-polonais. Ma grand-mère parlait pas un mot français quand elle est arrivée. D'accord? Et c'est grâce à la méritocratie républicaine que nous avons, et mon frère et moi et mon père, comme beaucoup de familles, comme beaucoup d'immigrés, nous sommes arrivés petit à petit à nous élever. Mon père est prof de français, mon frère travaille dans une autre administration, et moi je suis journaliste. Je veux dire, c'est arrivé à plein de gens. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible, parce que l'école est devenue, je suis désolé de le dire, un terreau d'idéologie. On fait de l'idéologie partout. On n'apprend plus rien. Les gamins, ils parlent une espèce d'araméen prépubère, mais par contre, ils me cassent les pieds pour mettre un truc dans la dosette de café dans la jeune. Bon, déjà, je pense qu'il va falloir commencer à écrire, et puis après, tu me feras une dissertation sur les ravages de la mondialisation et du tout écolo et des pistes cyclables dans les parkings Indigo. Voilà. Mais d'abord, tu vas écrire ton prénom sans faire de faute, et puis on en parlera après. Voilà. Vous voyez? Je veux dire par là, tout de même, qu'il y a quand même... Je finis là-dessus, dernière partie, c'est qu'à un moment donné, on a parlé tout à l'heure des auto-entrepreneurs, la révolte populaire qui gronde sur les réseaux, suffisamment puissante pour les faire reculer. Parfois, c'est plus important, finalement, c'est terrible à dire, mais sur les réseaux, c'est monté, donc du coup, ils ont reculé, ils suspendent. Il y a eu la ZFE aussi. La ZFE, c'est une bombe sociale. Hein. La ZFE, c'est une bombe sociale. Une bombe sociale. Moi, je connais des amis à moi qui sont artisans, ils ont des C15 de 72, je vous assure qu'ils ne vont pas mettre la vignette. Ils la mettront jamais. Et ils ont un sens de l'humour très approximatif. Et je les comprends. Et je les comprends. À mon avis, le contrôle va être assez tendu. À mon avis, s'il y a un contrôle. Donc, il y a ça, il y a le DPE aussi. Le DPE. Vous voyez, il y a parfois des grandes mesures comme ça, qui sont de l'austérité totale, mais des mesures comme la ZFE et la DPE. Rappelez-vous les Gilets jaunes avec la carte diesel. Qui avait vu venir les Gilets jaunes un mois avant l'arrivée des Gilets jaunes? Personne. Alors, on ne pouvait pas dire qu'un mois avant, il y allait avoir pratiquement, ce que j'appelle les gilets jaunes historiques pendant 6 mois, c'est millions de Français qui étaient partout sur les ronds-points. Voilà. Je veux dire par là, c'est extrêmement important. Parce que c'est des choses qui sont intéressantes. Dernier exemple, par exemple, pour un truc, c'est que la fameuse Yael Braun-Pivet était venue, vous savez, pendant le début des discussions du PLF, le projet de loi de finances 2025, et elle avait dit sur BFM, tranquille loulou, hein, avec son salaire à 12 000 par mois, je crois qu'il n'y a aucune économie à faire au sein de l'Assemblée nationale. Alors comment te dire, comment te dire? Sachez d'ailleurs qu'ils avaient une machine à café et des ouvriers qui faisaient des rénovations, et certains députés ont gueulé parce qu'ils avaient marre de voir des ouvriers à la machine à café au moins 2, en combinaison et en salopette dégueulasse. Voilà. On voit bien tout le mépris populaire là dans cette façon de faire. Et donc, pour cette histoire, elle avait dit ça, c'était passé sur le NCI un soir, donc on aurait pu penser que ça allait passer véritablement comme une lettre à la poste. Mais non, parce qu'il y avait beaucoup de gens comme vous qui ont récupéré la vidéo, qui l'ont balancée sur les réseaux, qui l'ont partagée par mail, qui ont fait des commentaires sur Facebook, et puis 2 jours après, Yael Braun-Pivet et l'émérite chef gastronome Gérard Larcher aux paupiètes de veau, eh bien ils ont été contraints de faire un petit communiqué de presse en disant
oui, suite à la situation très difficile économique du pays, effectivement, nous allons réfléchir à des pistes d'économie. Eh bien, il n'est pas trop tôt, Yael. Donc vous voyez que ça a l'air de rien, ces exemples-là, pour les autres entrepreneurs. Mais à un moment donné, aussi, cette espèce de bouillonnement populaire qui est partout, parce que ça c'est Macron, désolé, c'est Macron qui m'appelle, je le rappelle. Et je veux dire par là, c'est que ce bouillonnement populaire, il est très difficile, je sais qu'on me le dit partout, je vais en conférence, mais moi je ne vois rien venir. Mais en réalité, ce qui est très difficile de faire dans son cercle individuel, on ne peut pas se dire, bah, tiens, c'est con, ce matin, il n'y a pas de manif devant chez moi. Ben non, il n'y a pas de manif devant chez vous, il n'y a pas des palettes qui vont brûler. Mais par contre, la cartographie de la colère, elle est très compliquée à se représenter. Moi, je peux vous dire que je traverse la France avec pas mal de copains, chacun dans notre ligne d'eau, et on rend compte qu'il y a une exaspération totale. Et puis, ceux qui ne veulent pas voir là, parce que c'est eux, finalement, qui aussi, ceux qui se sont battus, ceux qui ont manifesté, quel que soit politique ou pas politique, parce que les Gilets jaunes, il y avait tout. Moi, j'ai discuté avec des gens qui votaient PCF, des gens qui votaient Marine Le Pen, qui sont devenus les meilleurs copains du monde. Ceux qui continuent à penser qu'il ne se passera rien, ils sont en partie aussi complices de la situation, parce qu'ils n'ont rien dit, parce que ces gens continuent à faire ce qu'ils font, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent rien, qui ne veulent pas voir, qui ne rendent pas compte que nous, je répète, nous sommes une nation. Et c'est nous qui avons la souveraineté, c'est nous qui décidons de notre avenir, ce n'est pas eux. On ne peut pas passer en 49.3 tout le temps, on ne peut pas à un moment donné diriger par décret, on ne peut pas envoyer les CRS chaque fois qu'il y a une manif, je ne peux pas me résoudre à voir, comme je l'ai vu chez les jeunes, des dames, peut-être certaines de votre âge, se faire traîner par les cheveux par des CRS amis de la Grande Armée alors que venaient de Picardie qu'elles ne pouvaient plus bouffer. Vous voyez? Et ce temps-là, ils sont montés en régime. D'ailleurs, Macron, en termes de budget de LBD, de LSD, vous voyez, de LBD, ma langue a fourché, de LBD, de GLFI, de Centaure, de casques et tout, on a des budgets terribles. Mais regardez les budgets qu'on alloue à la sécurité intérieure, mais toujours dans le même sens, pour aller frapper sur les Français. Par contre, après, on va enlever 5000 postes de policiers à la PJ. Vous voyez qu'il y a une certaine forme de poids de mesure. Donc, grosso modo, et je termine par là, bien entendu, je continue de penser qu'il y a quand même une population qui aujourd'hui est en train de se rendre compte, et puis surtout cela, ils n'auront pas le choix. Le désastre économique, ils ne vont pas avoir le choix. Et je l'ai déjà dit à certains représentants, parce que j'ai des sources, notamment à Beauvau, je leur ai dit, vous avez frappé sur les manifestants contre la réforme des retraites, vous avez frappé contre les gilets jaunes, vous avez frappé, ou du moins vous avez intimidé salement les agriculteurs, mais les plus violents, ça sera eux. C'est ceux qui aujourd'hui ne voient pas arriver le mur. Mais quand ils vont prendre le mur, ces gens-là, avec des gamins à charge, et qui ne vont plus pouvoir payer l'audi, le leasing, le machin, eux, ils n'arriveront pas. Eux, ils n'auront pas de sens de l'humour. Et ils sont nombreux comme ça. Et je continue à penser, et une nouvelle fois, je le dis, ce n'est pas une situation enviable. Je suis très clair avec ça. Ce n'est pas une situation enviable. Mais à un moment donné, quand vous gouvernez un pays à la schlag, comment vous voulez que ça finisse bien? Ça ne peut pas bien finir. Et je finis là-dessus. Je continue de penser qu'à un moment donné, l'espoir qui est en nous, c'est que, par exemple, nos médias, Putsch, le mien, Toxin et plein de copains, vous êtes des millions à nous suivre, on a des millions de vues, donc c'était pas vrai il y a encore 5 ou 6 ans en arrière. Nos livres, on trust d'ailleurs tous les meilleures ventes Amazon, que ce soit tous les copains avec nous. D'ailleurs, les Julien Pimpin, les fact-checkers se posent des questions de savoir pourquoi on fait les meilleures ventes. Bon, pareil, hein. Puis il y a des gens, c'est comme Jérôme Bardella ou d'autres, il faudrait qu'ils lisent des livres avant d'en écrire aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, parfois c'est mieux. Parfois c'est mieux. Et il y a quand même et quand je vois les audiences que nous faisons nous et le monde là, le café est rempli ce soir ici et partout en France, je me dis qu'il y a quand même des gens qui ont envie d'entendre autre chose et qui ont envie de comprendre, qui ont envie de décrypter. Et notre boulot à nous aussi, c'est de donner ces informations-là, ces décryptages-là que je vous ai donnés, qui ne passent pas dans les grands médias. Et c'est pour ça que moi, je continue de penser qu'il y a quand même un peuple ici qui refuse de se laisser dissoudre. Parce que ces gens sont en train de faire comme le Doliprane. Ils le mettent dans un truc, ils sont en train de se dissoudre. Et ça n'a pas le même effet que le Doliprane, hein. C'est plutôt du Tranxène qu'ils sont en train de mettre. Donc, et en fait, ce qui repose là-dessus, c'est que on n'a plus la maîtrise de rien. C'est-à-dire que le peuple français a été littéralement excommunié de toutes les décisions politiques. Il ne se cache même plus. 2005, nous votons non contre les traités de constitutionnels. 54%. En 2008, Sarko, droite et gauche confondues, font passer en force le traité de Lisbonne. Ensuite, après, il y a eu législative, il y a eu toute une série, la réforme des retraites, 90% de gens contre et tout. Et donc finalement, ils sont en train de mettre en place un agenda. L'agenda, c'est l'agenda européen. L'Union européenne, vous devez la connaître avec Ursula von der Leyen, toutes les mesures
vraiment, pour le coup, antisociales et absolument austéritaires qui sont prises depuis 30 ans ne sont que l'émanation de l'Union européenne, qui est un véritable pouvoir autoritaire et corrompu. Et ces gens ne sont que les valets servis de cette emprise. Et aujourd'hui, on n'a pas trop parlé de la censure. Je peux vous assurer que ceux qui ne sont pas au courant, on est totalement censurés. Nous, les médias, je vais le dire, hein, moi j'ai été cambriolé 2 fois. Hein. D'accord ? Et nos chaînes YouTube sont supprimées, nos vidéos sont supprimées, on a quand même beaucoup de censure. Alors moi je veux bien, mais à un moment donné, il faudra quand même se poser la question de la liberté d'expression de tout un chacun. De tout un chacun. Et quand vous avez un pouvoir qui ne tient plus finalement, et qui ne peut plus argumenter, ce qui constitue à mon sens un formidable désastre cognitif, d'intelligence, eh bien, soit il tape et il censure. Il tape et il censure, il tape et il censure, et il continue de nous dire, et la boucle est bouclée, finalement, comme Édouard Philippe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et dans ce cas-là, franchement, l'affrontement, il n'est pas souhaitable, mais l'affrontement est inévitable. Merci à tous. Alors, moi je vous remercie, Nicolas. D'abord, je vous remercie vous tous, parce que si nous n'étions pas là pour organiser, vous ne seriez pas là, et si vous n'étiez pas là, nous n'y serions pas non plus. Ouais. Donc, le premier des merci, c'est à vous. Le deuxième merci, c'est à Nicolas, qui est venu, je le précise, entièrement bénévolement. Ouais. Donc on peut l'applaudir encore. Le troisième merci, évidemment, c'est à la Frégate qui nous a accueillis. Là-dessus, vous allez avoir un temps d'échange avec Nicolas. Et